Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite de la série du devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2, avec notamment la sommation affaire tome 1 de ce fameux dossier de 2500 pages. Donc, merci d'être présent, de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Je rappelle les ouvrages qui vont nous accompagner pour cet épisode, notamment Complot mondial contre la santé de Claire Sévrac, avec également Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère. Plus rien n'échappe à l'ARN messager hommes, animaux, plantes. Au cœur du pouvoir d'Emmanuel Ratier sur le dîner du siècle. En dessous, Isabelle Lagny, la pensée médicale en action. L'inconnu qui vous veut du bien, une autre solution. À ma droite, bien sûr, la guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, hold up sur la vérité. Avec C19 de Pierre Lefebvre et de Patrick Ledrapier, tuez-les mais sauvez Big Pharma. Et en dessous, les leçons de l'opération Covid-19 de l'abbé Olivier Rioux. Et enfin, la coupe est pleine de Sylvie Simon et Claire Sévrac. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier, avec son mari Jean-Pierre Coq. Je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement. Donc je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club. Je ne suis pas dans la table 700, ni dans la scientologie, ni témoin de Jéhovah, ni aucun réseau hermétique est connu à ce jour. Je rappelle également que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Et je salue la modération pour l'émission de ce soir. Je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là pour cet épisode 2, donc de ce fameux dossier du devoir de tout dire et du droit de savoir. Alors la dernière fois, nous avions fait une sorte de préambule pour cette série. Dans ce premier épisode, nous avions évoqué notamment le fameux dossier. Nous allons y revenir dans un instant pour rappeler au bon souvenir de nos spectateurs, puisque l'actualité est riche, quelle que soit l'époque, et donc c'est important de refaire un petit préambule avant de commencer à attaquer la sommation à faire tome 1 dans un instant. Peux-tu nous redonner tes liens d'intérêt potentiels et nous rappeler en quelques mots furtifs ce dossier et notamment le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, la sommation à faire? Je t'en prie. Je te remercie. Alors, je suis une ancienne déléguée médicale. J'ai travaillé 17 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai des liens avec l'industrie de par mon activité professionnelle qui s'est arrêtée en 2011. Je n'ai plus de lien et je n'ai pas de lien d'intérêt ni de conflit d'intérêt avec les entreprises du médicament. Je ne suis pas syndiquée, je l'ai été quand j'exerçais pour me défendre lorsque je travaillais chez Pierre Fabre. Donc j'ai été syndiquée UNSA Pharma à tort. Je ne fais partie d'aucun parti politique, je ne fais partie d'aucun groupement. Je suis reconnue lanceuse d'alerte palier 3 depuis 2021, désormais plus de 4 ans. Et donc, nous avons avec mon mari co-rédigé beaucoup de dossiers en lien avec la guerre sanitaire et à spectre large, je dirais. Donc là, le tome 1, c'est la partie la plus franco-française qui concerne le Covid. Très bien. Alors, nous allons revenir sans plus attendre sur ce dossier. Donc, je rappelle que c'est un dossier que vous avez, toi et Jean-Pierre, travaillé pendant plusieurs mois, je crois 18 mois si je ne dis pas de bêtises. Tu me confirmeras, c'est
15 à 18 heures par jour en moyenne. Donc c'est vraiment un travail à temps plein, mais qui a été fait de manière bénévole et totalement désintéressée. Je vais le dire comme ça pour que ce soit plus clair à comprendre pour les spectateurs. J'ai fait une émission en 2025 sur Antoine Béchamp pour réhabiliter la mémoire de ce savant qui était le rival de Pasteur et qui s'est fait spolier son travail par Pasteur alors qu'il était désintéressé de travailler dans l'intérêt général. Pour moi, vous êtes un petit peu les Béchamp des temps modernes à votre niveau, dans votre secteur. Et donc, voilà pourquoi, dans cet épisode, nous allons revenir sur un des éléments du dossier. Donc, je le rappelle, dossier de 2500 pages environ, divisé au moins en 13 parties. C'est comme si on avait une saga, un petit peu la comédie humaine de Balzac, en plusieurs volumes. Et donc, dans ce devoir de tout dire, c'est ce qu'on a traité dans le premier épisode. Donc, je n'y reviendrai pas. Je vais aller directement en bas de page avec, à la suite des annexes, eh bien, le dossier sommation affaires dit dossier 13 qui démontre la préméditation et le fait que tous les produits dits Covid-19 sont des SBDU. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, on a évoqué dans le précédent épisode la prise en main du dossier Dropbox, le rapport provisoire de l'OPEX, sachant que tout ce que nous allons voir aujourd'hui et dans chaque épisode, vous pourrez l'avoir gratuitement en PDF ou même sur le lien Dropbox ou en contactant Virginie par mail gratuitement, sans abonnement, en accès libre. Donc, on ne peut pas faire mieux, sachant que tous les dossiers ont été cryptés, tracés, que les militaires, gendarmerie, etc., tout cela, ils sont au courant, ils ont les dossiers. Maintenant, on va parler de la sommation affaire tome 1. Peux-tu nous en expliquer la genèse, les raisons aussi de cette appellation, pour le rappeler aux spectateurs, et ce qu'on va découvrir à travers ce tome? Alors, techniquement, nous avons fait une analyse de ceci. On en a parlé la dernière fois, c'est le rapport provisoire de l'OPESC, qui aura donné lieu à une conclusion de 5 pages concernant ce fameux audit. Donc, c'est un ensemble de documents et ce sont les seuls dossiers qui traitent de la guerre sanitaire et plus précisément du SARS-CoV-2 dit Covid-19. Alors, dans les PDF, on en a parlé la dernière fois, vous aurez un pas à pas pour comprendre et bien pouvoir vous approprier de nos travaux. La sommation à faire, c'est ça, en gros, en matériel. Et le tome 1, c'est ça, la première partie. Voilà. Donc, on va essayer avec toi, Nicolas, de donner le cadre de ce tome 1, en sachant que chez Histoire et Révélation, j'avais fait une émission avec un support PDF sur la sommation à faire, justement. Donc, je vous renvoie aussi chez Gélico, Histoire et Révélation. On salue Gélico au passage, bien sûr. Voilà. Ce dossier, je le rappelle, fait 242 pages précisément. Voilà. Oui. Donc, on va prendre l'émission. Bien sûr, ce ne sera pas page par page, surtout si vous nous suivez en conduisant, par exemple, en faisant la cuisine, peu importe. Mais on va essayer d'être le plus pédagogique, vulgarisateur possible, tout en exprimant ces 242 pages de manière accessible. Alors, bien sûr, après l'émission et même en amont de cette émission, il est préférable d'avoir quand même lu en majeure partie le document, mais voilà, le but c'est pas de faire de l'universitaire ou du totalement scolaire, mais c'est de comprendre pourquoi déjà ce terme sommation à faire. Sommation, on le disait dans le premier épisode, ça rappelle première sommation, deuxième sommation, comme à la police ou comme quand il y a par exemple des criminels ou quoi que ce soit, on dit une fois, deux fois. Quand il y a une attaque à main armée, c'est l'image qu'on a dans les films par exemple, première sommation, deuxième sommation et on tire ensuite. Là, pourquoi ce vocabulaire ? Eh bien, simplement parce que nous sommes en guerre, une guerre non conventionnelle, puisque sanitaire. Et donc, dans la mesure où le segment médico-pharmaceutique partage la même sémantique que le segment militaire, donc que ce soit les complexes militaro-industriels, les arsenaux, ou les corps armés, on utilise à dessein le même langage. Donc, c'est effectivement une sommation à faire, simplement pour remettre
l'église au milieu du village, si tu peux me permettre cette Bien expression. sûr. Mais nous sommes en guerre, donc il faut se départir du côté civil et se réapproprier une lecture rétrospective maintenant de ce que nous traversons depuis au moins 2020 pour en comprendre la stratégie militarisée qui se trouve derrière. Je rappelle aussi Virginie, comme je l'ai dit, au premier épisode, 2 lectures audio sont en complément de cette émission. La première lecture concernant le préambule du dossier, donc qui est à peu près 45 minutes d'écoute, hein. Ce sont, les pages, on va dire les pages de présentation, et puis le deuxième sur le guide du lanceur d'alerte datant de 2023 concernant le défenseur des droits, qui permet de comprendre réellement ce qu'est un lanceur d'alerte, même si dans les faits, c'est pas forcément suivi, bien sûr, mais au moins on sait que lanceur d'alerte, c'est pas juste un terme étiquette, un mot valise qu'on met comme ça dès lors qu'on sort une information sortie de l'ordinaire. Et justement, je le dis parce que devant moi, eh bien, je cite au début de ce dossier, de cette sommation à faire tome 1, c'est la requalification immédiate et rétroactive de l'objet de la commission du 24 mai 2022, donc il y a bientôt 4 ans, tenue par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX, sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance française. Je rappelle que toi, Virginie Dornier-Coq, et ton mari Jean-Pierre Coq, vous êtes lanceurs d'alerte conformément à la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 et de la directive de l'Union européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019 du Parlement européen et du Conseil européen. Dossier de travaux de recherche réalisé en 2 tomes. Nous sommes sur le premier tome actuellement, entre la publication du rapport provisoire déposé le 9 juin 2022 et le 30 août 2022. Donc ce premier tome expose la réalité cachée de la planification d'une véritable guerre contre l'ensemble de la population française, d'où le terme sommation à faire. Une guerre sanitaire fomentée par une organisation occulte dont la face visible de l'iceberg détient le pouvoir décisionnaire et le réseau public-privé pour sa mise en place. Une guerre sanitaire où, pour mettre à genoux l'ensemble du peuple souverain, il faut détruire les secteurs dévoués à sa protection. Les soignants et les gardiens de la paix civile, tout corps d'État confondu, c'est-à-dire les pompiers, militaires, gendarmes, policiers, c'est une véritable guerre sainte où tous les secteurs sont impactés par cette doctrine, y compris parmi les parlementaires et autres représentants élus par le peuple, par le seul souverain, le peuple. Mais une guerre qui touche à sa fin pour le seul avantage du peuple souverain qui maintenant sait. Voilà. Donc vous êtes les rédacteurs de la sommation à faire. Madame Virginie Dornier-Coq, lanceuse d'alerte, Monsieur Jean-Pierre Coq, lanceur d'alerte. Voilà. Voilà, effectivement. Le fond et la forme sont très proches. En tout cas, la forme est très proche dans l'introduction de notre tome 1 du rapport provisoire de l'OPESC. On a calqué sur leur présentation à eux. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été une infamie totale par rapport à la genèse de ce qui a conduit à ce rapport provisoire, à savoir la fameuse pétition qui avait été lancée, qui a été récupérée par les institutionnels pour couper l'intitulé exact de ce qui était demandé par les pétitionnaires. Et donc, en reprenant la main, nous, on verra ça plus tard, ils se sont réappropriés le jeu, si tu veux. Bien sûr. La stratégie. Alors, effectivement, tu parlais du statut de lanceur d'alerte, juste un rappel. Ça, c'est un article de Public Sénat et c'est l'affaire du Mediator. Quel statut pour les lanceurs d'alerte? Il faut vraiment intégrer que c'est un statut légal à partir du moment où il y a eu le scandale du Mediator. Et ce document, il date du 11 septembre 2021. Donc, il y a la loi Sapin 2 est véritablement en corrélation avec le scandale du Mediator. Donc, je ne vais pas revenir sur les différents textes de loi, mais on va avancer un tout petit peu. On avait déjà nos autres travaux derrière nous, quand on s'est remis à faire nos recherches en lien direct avec le Covid. Ce qui est important de prendre en considération, c'est la cascade des dates. Alors, on ne va pas tout voir page à page avec Nicolas, mais juste pour recontextualiser, le 16 mars 2020, donc, on nous a déclaré la guerre.
une guerre contre un ennemi invisible. C'est le fameux discours d'Emmanuel Macron sur toutes les chaînes de télévision et médias, radio, etc. Alors, il faut savoir qu'auparavant, le 12 mars 2020, il y a un décret dont le titre est le suivant. Décret numéro 2020-243 du 12 mars 2020 portant publication de l'accord cadre entre le gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour un partenariat renforcé pour la période 2020-2025, ensemble le chiffre 2 annexe, signé à Paris le 16 décembre 2019 et à Genève le 31 décembre 2019. Donc, quand dans le pouvoir de tout dire et le devoir de tout dire et le droit de savoir, on explique qu'on est un dominion, donc une colonie de l'Organisation mondiale de la santé, bah, c'est en lien avec ce que je viens de lire pour ce qui est que du décret. Donc, Jean-Yves Le Drian, pour la République française, et non pas pour la France, était la personne signataire du document. D'accord? Donc, vous partez du principe, j'espère que cette fois-ci, ça va être clair. Nous sommes en guerre, donc ce n'est pas civil. Et ce qui est représentatif de la République française présidence agit au nom de l'OMS comme un dominion, donc une colonie de l'OMS. Donc, si je résume, le pouvoir exécutif correspond à un gouverneur avec son gouvernement. D'ailleurs, sur les logos officiels, vous verrez c'est gouvernement, c'est plus autre chose. Donc, c'est l'OMS qui est aux manettes depuis 2020. Est-ce que là, ça va? Je suis assez claire? C'est l'OMS qui gouverne la France. On a été cédé à l'OMS. Ça a été D'ailleurs, c'est écrit dans le préambule. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une mise en place en amont même et qui s'est accentuée au fil des années. Donc, dès 2019, tout était mis en place, tout était prêt pour la cessation de la France, nous, à l'OMS, ce qui a été acté à Paris et à Genève. Peu de temps avant la déclaration officielle du gouverneur du Dominion, Emmanuel Macron. Alors, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'au-delà donc déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, etc., vous refaites un petit peu un préambule, comme au départ du dossier, sur le devoir de dire la vérité au peuple souverain, rappelant la notification et la qualification de lanceur d'alerte. Vous avertissez les parlementaires via une lettre sur ce dossier. En gras, je cite, « Il ne fait aucun doute que le SARS-CoV-2 et les solutions injectables aux médicaments sont des produits à double usage et ce dossier recherche en fait la démonstration. Une démonstration effectivement exclusivement basée sur des sources publiques et donc consultables par tous, puisqu'il s'agit en grande partie des textes législatifs français, européens et de traités internationaux. Nombreux sont les chercheurs et professionnels en France comme à l'international qui ont dénoncé dès le début de la pandémie, à grand renfort d'études scientifiques sérieuses, les dangers des produits largement promus par la République française, gouvernance, ainsi que les mesures dites de gestion de crise comme le port du masque. » Donc j'avance un petit peu. Oui. Mais justement, vous dites que votre parti pris a été de scinder vos travaux en 2 tomes. Le premier démontre en quoi il y a une planification de la crise Covid-19 antérieure même à 2017 et le rôle présidentiel d'Emmanuel Macron, et surtout en quoi nous assistons à une guerre idéologique avec pour arsenal des armes biologiques, biotechnologie et de destruction massive, conformément aux critères de l'UNODA, et un panel connexe comme la guerre psychologique, alimentaire, que vous n'aborderez qu'indirectement. Je ne parle pas du 2e tome parce qu'on y reviendra quand ce sera le moment du 2e tome. Et si Charlemagne est trop éloigné dans le temps et dissous dans l'histoire, si l'influence du siècle des Lumières vous est trop obscure, la Seconde Guerre mondiale et son idéologie fasciste et nazie semblent être les plus proches parents idéologiques et politiques de notre régime actuel. Veuillez prendre en compte que nos travaux de recherche ont été réalisés et envoyés avant le 1er septembre 2022, c'est quand même il y a plus de 3 ans et demi, date d'entrée en vigueur de la loi de renforcement Sapin 2.
Voilà. Et oui, ça commence à faire. Voilà, donc dans le sommaire, on a le préambule, le contexte. Alors, je me permets de lire le sommaire pour ceux qui ne vous verraient pas à l'écran, mais qui nous écouteraient comme à la radio. On a le contexte avec le calendrier politique et les remaniements législatifs. Présentation, qui sommes-nous? Donc, vous revenez sur votre parcours propre d'ancien salarié de l'industrie pharmaceutique. Vous parlez des militaires et des soignants, avec 2 secteurs similaires, donc l'OPEX. Donc, on revient un petit peu sur le premier dossier finalement avec la commission de l'OPEX, sa structure, sa composition, la conclusion, la requalification immédiate et rétroactive, la France en guerre sanitaire, la préméditation de la République française présidence contre le peuple, la stratégie de guerre sanitaire de la République française présidence avec la maison mère du consortium contre le peuple souverain, le choix stratégique sanitaire volontairement inadapté, avec l'année 2018, l'année où la nation France a été mise en gage, notamment sur la signification de Marianne l'engagée, le secret défense à l'attaque révélée, les produits injectables anti-Covid-19, donc préventifs ou thérapeutiques ou armes biotechnologiques de destruction massive, point d'interrogation, la stratégie Covid-19, qui se cache derrière l'Aviesan, allô docteur, que nous cache-t-on, avec un jeu de mots. L'Aviesan, c'est le plan France Médecine Génomique 2025, actualité et autres alliances. La stratégie vaccinale globale versus les produits et matériels à double usage militaire et civil, avec le rappel contextuel en 2009. Ensuite, on a un chapitre consacré à de l'Union européenne à la France, avec la cascade des actes juridiques des matériels de guerre à double usage. Et puis, plus loin, on a aussi le règlement de l'Union européenne et le règlement d'exécution de l'Union européenne de la Commission du 29 septembre 2021 sur l'ultime preuve de crimes et blessures de guerre intentionnelles. Et enfin, on va dire en conclusion, les blessures et crimes de guerre sanitaire ou blessures et crimes de guerre sainte. Voilà, tout un programme. Eh oui. Donc, oui. en préambule, on a ce contexte avec le calendrier politique et les remaniements législatifs. Donc, on va dire que c'est la poursuite du rapport de l'OPEX pour revenir sur qu'est-ce que l'OPEX et qu'est-ce que ce calendrier politique vient, j'allais dire, se greffer, se corréler à ce que nous avons vécu avec la tyrannie covidiste, entre autres. Alors, je vais essayer de faire simple, puisqu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Quand il y a eu cet élan légitime des personnes victimes des injections, soit directes, soit indirectes, et des personnes qui se sont mobilisées pour dénoncer ce qui se tramait, il y a eu cette fameuse pétition qui a été chantée, qui a été blackboulée par les institutionnels. Donc nous, si tu veux, on est formés à chercher. Donc on est des archivistes, on cherche, on était dans notre cadre de travail, si tu veux, comme quand on exerçait dans l'industrie pharmaceutique. Donc on a voulu voir le contexte politique, le contexte de qui sont les personnes qui étaient présentes dans la commission parlementaire. Et donc, on est allé chercher qui étaient ces personnes-là. Et on a vu qu'il y avait des liens, notamment avec certains qui sont à la fois au CCNE ou qui sont membres de l'Académie des sciences et technologies. Donc, il fallait qu'on dresse le portrait de l'OPESC en sachant qu'il y avait des élections en prévisionnel, puisqu'il y avait des députés qui devaient être réélus. Donc, déjà d'entrée de jeu, ce ne pouvait être qu'une commission pansement parlementaire provisoire qui deviendra définitive. Donc, on est allé se pencher sur qui étaient ces personnes-là, que ce soit Villani ou les autres. Toujours en lien avec, ce n'est pas du médical pharmaceutique, c'est du militaro-industriel, et quels peuvent être les liens militaro-industriels de ces individus-là qui sont chargés de clarifier la situation sur les effets dits indésirables d'injections dites essais cliniques thérapeutiques. Donc déjà d'emblée de jeu, si l'énoncé n'est pas bien posé, on ne peut pas avoir la bonne réponse. Et donc on est allé voir en amont. Et il y a toute une cascade de recherches sur les individus. On a fait ça tout du long de nos recherches,
que ce soit sur Jean-François Delfrécy, Karine Lacombe, etc., parce qu'on veut savoir à qui on a affaire. Dans le contexte Covid. On ne va pas faire les poubelles, bien entendu. Bien on sûr. est vraiment sur le rôle personnage public. On ne prend en considération que le rôle personnage public, pas la personne. Et que ceux qui disent une personne est une personne, mettez ça de côté, là, les amis. Pour l'instant, on va essayer de faire avec le vocabulaire qu'on a à l'heure actuelle. Donc, Alors, dans ce dossier, vous revenez sur la présentation de qui vous êtes. On va pas revenir dessus puisqu'on en a parlé à l'épisode précédent. Juste Ouais. la définition de la cryptologie parce que c'est intéressant. Alors, je précise pour ceux qui n'ont jamais lu les dossiers, ce qui est très intéressant dans ces dossiers, c'est que beaucoup de pédagogie, beaucoup de clarté. Il y a un côté Fred et Jamy, c'est pas sorcier. Dans la pédagogie et la vulgarisation, on trouve le côté un peu Larousse, mais c'est important par rapport à la novlangue actuelle, parce qu'on se rend compte en fait qu'on est empoisonné par le langage, c'est le totalitarisme, et donc la cryptologie se définit comme ce partage entre la cryptographie qui inclut l'étude des mécanismes destinés à assurer la confidentialité et la cryptanalyse dont le but est de déjouer les protections ainsi mises en place. Comment transmettre des données personnelles sans risquer qu'elles soient lues par un tiers indésirable? Comment continuer à préserver la confidentialité des échanges alors que se multiplient les réseaux de communication? Longtemps réservée aux usages diplomatiques et militaires, la cryptologie répond aujourd'hui aux besoins du marché et constitue un domaine scientifique en pleine activité. Elle intervient dans de multiples applications et représente l'élément essentiel de la sécurisation du commerce électronique et du réseau Internet. Voilà, c'est extrait de l'article de l'Encyclopédie Universalis. Alors, oui, en sachant que cet outil a toujours existé. Alors là, la définition, elle est adaptée à notre époque. Et c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à décrypter là où on pense que c'est anodin. D'où le timbre Marianne, par exemple. Alors justement, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous parlez de lanceur d'alerte. Donc, vous rappelez que vous avez exercé votre devoir d'alerte soit dans le cadre professionnel pour Jean-Pierre, conformément à la réglementation en vigueur, soit par voie de justice, puisqu'une plainte a été déposée à l'encontre de l'équipe municipale pour, je cite, complicité d'empoisonnement, ainsi qu'à l'encontre des agents de police municipaux pour, je cite, abus de pouvoir. La plainte a été enregistrée et n'a donc pas été déboutée. Le statut bicéphale franco-européen de lanceur d'alerte est mentionné dans l'audition auprès des gendarmes suite à la convocation demandée par le juge ayant en charge l'instruction. Et le motif exact de la plainte enregistrée, je cite, c'est l'abstention volontaire par personne morale des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes, période du 30 juin 2020 à 8 h du matin au 11 août 2021 à 18 h sur le territoire de Auray, Morbihan, 56 400 France. Avec donc une précision sur le motif de la plainte, le rappel de la loi, la raison, voilà, notamment les liens d'intérêt manifestes entre le CODEM et le laboratoire Pfizer par l'intégration dans leur organigramme de la directrice Pôle Compliance Pfizer, Madame Anna-Isabelle Martinez. Ce faisant, nous reviendrons sur le volet LEM-CODEM en lien avec les auditions de votre commission. Voilà. Et donc, je cite ce qui est souligné et en gras, il va de soi que cela inclut de facto non pas des suspicions, mais de réelles intentions de nous nuire si d'aventure nous étions victimes du syndrome de, je cite, la mort subite de l'adulte ou de quelconque accident ménager ou d'autre nature. Donc je rappelle que tu n'es pas suicidaire et Jean-Pierre non plus. Oh non. Pardon, désolé, tout va bien pour nous. Voilà, on a le moral. On n'a pas une thune, mais on a le moral. Si je suis auto-suspendue de mon activité de thérapeute, donc de praticienne en hypnose, depuis 2020. Voilà. C'est pas faute d'avoir essayé de reprendre mon activité, mais ça marche plus. Donc, il va falloir que je me réinvente. Donc, oui, tout va bien pour nous. Alors justement, j'en suis à la co-rédacteur de 12 dossiers de recherche. Donc là, on va avancer assez vite parce qu'en fait, c'est pour rappeler vraiment, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode et qui ne vous connaissent pas du tout, voilà, on rappelle pourquoi ce dossier est là, etc. Donc tout ça, je vais passer. Et puis, on va aller militaire et soignant parce que ça, on ne l'a pas vraiment abordé dans le premier épisode. C'est notamment
le fait que finalement ils sont intimement liés parce que c'est le même secteur, j'allais dire, dans le sens où dans cette guerre, eh bien, on a des conseils de défense sanitaire, on a un vocabulaire guerrier, belligérant, de militaires. Donc, le secteur militaire et le secteur de la santé sont deux arts majeurs similaires et non une science. Même code, même langage, même vocabulaire, stratégie, cible, arsenal, protocole, code, honneur, engagement, terrain, objectif, essai, ordonnance, etc. Donc là, vraiment, c'est rappelé de manière, je dirais pas superficielle, mais de base, ce qui se passe par rapport à ces secteurs-là. Et donc, je vais avancer encore une fois parce que tout ça, ça se lit facilement, avec le rappel de Jean Rostand, biologiste et philosophe français, qui disait, je cite, la science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. Voilà. Donc là, vous rappelez un petit peu tout votre secteur aussi propre, ce qui vous a amené aussi à faire ce dossier et comment vous avez travaillé aussi dans votre secteur, dans l'industrie du médicament. Et voilà, encore une fois, des définitions. Alors là, je ne vais pas lire, mais la définition de la corruption active, du trafic d'influence, de la transaction pénale. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de glossaire, de lexique, avec le délit de corruption en France, concernant les personnes physiques et les personnes morales. Donc là, limite, si j'en ai l'occasion, je ferai peut-être même une lecture audio de cela, si ça se présente, pour vraiment faire un complément aux épisodes, pour qu'on on remette la sémantique vraiment dans son origine même, sans l'empoisonnement du langage actuel. Voilà, donc cette sommation à faire doit être immédiate et rétroactive car indiscutable. Et émettre une opposition, une rétractation, une hésitation apparaîtrait pour le moins comme un désaveu des deux hémicycles que sont le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc là, c'est la fin du préambule. Maintenant, on va revenir sur l'OPEX, c'est-à-dire l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un terme un peu barbare dit comme ça. Donc je te laisse nous en parler en faisant une synthèse de la composition, etc. Alors, il y a à la fois des députés, des sénateurs. Et ce qui nous a interpellés, c'est que, à part Claude Hénry, il y a très peu de corps médical représentés. Alors que pour une situation dite de pandémie, donc purement médicale, avec théoriquement des recours de médicaments ou de produits de santé qui pourraient endiguer cette pandémie, là, on se retrouve avec de vrais scientifiques, avec certains dans l'optique, d'autres dans l'encapsulage. Enfin, c'est assez perturbant, objectivement parlant, de voir qui a auditionné des personnes comme Christine Coton ou Vincent, enfin tous ceux qui ont été auditionnés et qui étaient à l'origine de cette comment on appelle ça déjà? Oups, pétition, pardon. Si je perds mes mots, ne m'en veuillez pas. Parce que je suis obligée de me remettre dans le contexte des dossiers. Bien sûr. Donc, c'était très, très... Disons que pour le volet médico-pharmaceutique, ça ne colle pas. La distribution ne colle pas. Mais en revanche, quand il s'agit d'ingénierie, de sciences et de spécificités en lien potentiellement avec de l'arsenal militaire, tout corps d'État, là, ça match. Donc, on a fait une feuille de route pour vous expliquer qui a auditionné ceux qui étaient à l'origine de la pétition pour faire valoir leurs droits sur les dégâts provoqués par les injections. Je résume, hein. Non, non, mais tu as bien fait, tu as bien fait. Donc, lien d'intérêt avec Il y a notamment l'IAD. une personne que l'on a un peu plus étudiée, c'est Masson Delmotte, je n'ai plus son prénom avec moi. Bon, j'ai le dossier sur les genoux, j'arrive même pas à l'ouvrir. Oh mon Dieu. C'est pas grave. C'est parce que elle est membre du CCNE. Elle appartient également à une toute récente académie des sciences et technologies. Donc l'Académie des sciences et technologies, elle est sous protectorat de la présidence de la République. On y retrouve Jean-François Delfrécy, on y retrouve Thierry Breton notamment. Et
je vous engage, je vous encourage à aller voir les ressources, la bibliothèque de cette académie-là. C'est assez affligeant, mais ça donne le cadre de ce à quoi on est confronté. Donc voilà, il a fallu qu'on aille voir. Et je ne te cache pas, Nicolas, que la maire de notre commune, Claire Masson, bon, on a essayé de voir s'il n'y avait pas des liens de parentalité entre la maire de notre commune et puis cette personne-là. Voilà, donc qui Oui, a... parce qu'on ne sait jamais, bien sûr. Oui, mais on voulait savoir qui étaient ces personnes qui prenaient la charge, finalement, de personnes blessées par les injections, des familles de personnes blessées par les injections, et voir quelles étaient les anomalies dans la distribution. Alors, il y en a beaucoup. Justement, là, par rapport, alors, il faut rappeler ce que c'est l'IAD, déjà. C'est le registre de défense. Je vais te laisser répondre juste après. Je cite simplement: en 2020, Virginie Tournet est recrutée parmi un groupe de 10 auteurs de science-fiction chargés de faire de la prospective pour le ministère des Armées, en imaginant les futures crises géopolitiques et ruptures technologiques impliquant les militaires, afin de défendre la souveraineté de la France. Avec ce projet de Red Team Défense, donc déjà on voit le terme français comme tout le monde l'imagine, défense équipe rouge grosso modo, donc c'est un programme classifié de l'Agence de l'innovation de défense, conduit avec l'état-major des armées, la Direction générale de l'armement et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Ce programme vise à mettre en relation des auteurs et autrices, dessinateurs et scénaristes de science-fiction avec des experts scientifiques et militaires pour imaginer les menaces futures visant la France ou ses intérêts. Le marché public pour la mise en œuvre de cette initiative, donc constitution des équipes, animation, restitution des travaux, a été attribué à l'Université Paris Sciences et Lettres pour environ 2 millions d'euros. Moi, ça m'avait choqué quand j'avais lu ça. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est un peu comme si aux États-Unis, Hollywood était réquisitionné pour faire des films sur les futures pandémies et les futurs actes de guerre. Donc, on écrit des scénarios, mais j'allais dire, enfin, ils se cachent même plus. C'est sans ton dossier, on ne le saurait pas. Ou alors que dans les milieux très fermés. Mais en fait, il y a des équipes de scénaristes qui sont en train de concevoir les prochains narratifs médiatico-politico, même juridiques de ces prochaines années sur la pandémie, sur la guerre en Ukraine, peut-être des choses comme ça. En fait, c'est ça que ça veut dire. J'ai bien compris? Alors, c'est très bien compris. Je vais essayer de synthétiser ça. Ouais. La guerre est un art, c'est pas une science. La médecine est un De art. Sun Tzu, justement, l'art de la guerre. C'est un médecin qui m'avait offert justement l'art de la guerre quand j'exerçais sur le terrain. Donc, la guerre est un art, la médecine est un art. La fiction est une science. L'occultisme est une science. La divination est un art. Tu vois la différence, c'est important. Il faut faire la distinction entre science et art. Donc pourquoi il y a ça? Mais parce qu'il y a une règle, on va dire, universelle, c'est de présenter les plans, les scénarios, et de nous extorquer notre consentement. Donc ils mettent les choses à plat. Et effectivement, c'est pas si confidentiel que ça, parce que de mémoire, la personne qui a démissionné, c'était, je ne sais plus quel grade il avait, le général Buclar, je ne veux pas écorcher son nom. Il était passé aux antennes en pleine crise de la pandémie, et justement pour présenter la Red Team. Donc vous pourriez retrouver, si vous cherchez, c'est l'émission, je ne regarde plus la télé depuis le 16 mars 2020, ça doit être sur TF1, et c'est un plateau, c'est très, voilà, il y a un plateau, et puis tu as les couleurs de l'arc-en-ciel en fond d'écran. Ouais, d'accord. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin bon, c'est une Mais c'est quotidienne. intéressant ce que tu dis là, parce que mettre tout à plat, et justement sur la Red Team Défense, comment peut-on concevoir qu'un tel projet voit le jour? Ne trouvez-vous pas anachronique que des scénarios militaires soient mis en vente publique sous couvert d'un partenariat avec la bande dessinée, le 9e art, et fussent-ils mis dans la catégorie science-fiction? Parallèlement, il est de plus en plus difficile d'accéder aux pages officielles des ministères ou autres instances publiques, avec Error 404. Trouvez-vous cela normal en démocratie? Avec cette image où on a
chronique d'une mort culturelle annoncée, voire le scénario. Donc, ça doit être mis en... Est-ce que ça doit être mis en lien avec le choix des ministres de la Culture? Alors, à l'époque, il y avait Bachelot, qui avait été ministre de la Santé et ex-déléguée médicale, puisqu'elle a été aussi un temps à la culture pendant le Covid, au moment de la création de la Red Team Défense. Et la sublime porte s'ouvre à Elle nouveau. a Donc été là, aussi. c'est... Oui, elle a été Non, non, aussi... parce qu'elle a fait du théâtre sur le Chronique du vagin ou je sais pas quoi Ah avec oui, c'est d'autres. vrai, oui, oui, monologue du vagin. Ça, voilà. Enfin bon, C'est ça. bref. Donc, la sublime porte s'ouvre à nouveau. Donc, elle a déjà été ouverte quand, au temps du nouvel ordre du monde de la Genèse, le nouvel ordre du monde étant qu'un plagiat. Pour maintenir une porte, il faut des piliers. Si au temps de Salomon et des francs-maçons non initiés, il est question de Boaz et Jacquin, de nos jours, il s'agit de Beijing soit Pékin. À moins qu'il ne s'agisse de Stargate. Après tout, la France utilise le 9e art pour la BD et les USA des séries télé. Voilà. Et donc, on a ces qualifications et notamment, justement, la projection, en fait. Donc, c'est la dystopie, c'est un peu du Black Mirror permanent, mais scénarisé. Bah, le site est à consulter. Enfin, je ne vais pas dire le contraire. Tous les liens, normalement, devraient être encore consultables. Mais la Red Team, vous pouvez télécharger, je pense, chaque épisode. Et là, bon, ça a été rédigé entre le 10 juin et septembre. Mais depuis lors, il y a d'autres collections, d'autres sagas qui se sont greffées. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'un membre de l'OPESC qui va auditionner des personnes ayant lancé une pétition à propos des dégâts provoqués par les injections dites vaccin Covid fasse partie de cette red team-là, mais soit aussi en lien avec d'autres éléments, d'autres structures, des think tanks, etc. Donc, à un moment donné, ça devient tellement gros, tellement visible que il faut décoller juste le bout du nez de la vitre et puis on voit un peu plus de paysage. Il faut dézoomer, surtout dézoomer, et ne garder en fond d'écran que le volet militaire. C'est une stratégie. Point. Même les élections municipales de 2020, c'était une stratégie. Ça rentrait dans le cadre de la stratégie. Alors, j'avance un petit peu parce qu'on a quand même 242 pages. On est à page 25. Tu parles donc du LEM et du CODEM. Alors, on va peut-être pas aborder encore ce chapitre-là maintenant parce que je sais que dans les autres dossiers, tu en reparles. On essaiera de trouver un moment pour faire une synthèse sur les entreprises du médicament et sur le CODEM. Mais par contre, tu vois le pantouflage, c'est un peu le terme adéquat, sur le secteur privé, le secteur public, et ça concerne bien sûr l'industrie du médicament. Il faut se rappeler par exemple que quand il y avait les séminaires des industries pharmaceutiques, des laboratoires, etc., on avait par exemple, il y avait une vidéo où Philippe Bas, le fameux sénateur, qui avait participé à la commission concernant l'affaire Benalla, faisait partie justement jadis des invités de ces séminaires. Donc on voit qu'il y a un entre-soi, qu'il y a un mélange des genres. Donc c'est un petit peu ça en fait, le résumé de tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, tu nous dis parmi ces sujets scientifiques et médicaux et technologiques à investiguer, peut-être même par les membres du comité, on trouve notamment le projet français MagNeuron, qui est entièrement financé par l'Union européenne, avec notamment le rapport périodique pour la période 3 MagNeuron, détournement de voies de signalisation cellulaire avec des nano-actionneurs magnétiques pour des thérapies par cellules souches télécommandées de troubles neurodégénératifs. On a le RPE, qui est la détection de la réponse de spin individuel avec un capteur de photons unique. Alors, tu nous expliqueras après. Ou pas. Le temps de cohérence record pour un spin dans un cristal naturel, un bon qubit pour réaliser un réseau quantique, le transfert de gènes médié par un vecteur de virus associé à l'adénovirus dans l'hémophilie B, la translocation lente CCL2 dépendante de particules biopersistantes du muscle vers le cerveau, un nouveau rôle pour le chromosome Y, l'OPEX sur les notes scientifiques, l'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage, l'annonce de la consultation sur le marché libre au projet d'achat d'innovation de l'UE, Instant NGIC S4P, les nanostructures d'ADN actives par calcul, nouveau principe à 32 électrons, archives ouvertes, cycle du phosphore, homéostasie du cuivre. Alors c'est technique, certes,
mais on voit que ça touche tous les domaines, surtout quand on voit les injections sur les plantes, sur les animaux, sur notamment les fruits, etc. Tout est piqué en fait. Et on voit qu'il y a cette stratégie militaire et qu'il y a un mélange des genres et des organismes qui n'ont pas la vocation à faire ça, à faire ces démarches-là. Sur l'OPEX, on a la structure. Donc là, tout est expliqué. On ne va pas le lire, on va synthétiser au maximum. Mais voilà, c'est pour bien comprendre en fait à quoi sont destinés ces organismes et pourquoi elles existent. Donc là, je vais passer. Si tu veux nous refaire une petite Non, synthèse. non, non, je rappelle que chez Gélico, chez Histoire Révélation, j'avais fait Bah, je mettrai une le lien émission. de l'émission avec Gélico, Ouais, alors je vais le ouais. mettre Mais en c'est très commentaire bien de épinglé. continuer comme ça, Nicolas, parce que j'espère qu'à ce stade-là, On déjà va faire d'une, il ne fait aucun doute, rien qu'en en t'écoutant, que on est loin de la santé médicale et des Ah oui. remèdes pouvant remédier à un problème médical, qu'on est clairement dans l'ingénierie. Donc l'ingénierie, initialement, c'était ceux qui conceptualisaient, qui concevaient de l'armement, de l'arsenal. Donc, dès que, depuis toujours, ce terme ingénieur ou ingénierie était du registre militaire. Mais on voit bien la transversalité de toutes les disciplines qui sont engagées dans ce qui est appelé la pandémie Corona ou le SARS-CoV-2. Et on est loin, loin du segment civil médico-pharmaceutique. Et c'est un tantinet quand même, excuse-moi du peu, il faut quand même que je le dise, parce qu'on nous a tellement bananés. Je le dis comme ça, sous prétexte qu'on ne rentrait pas dans le moule adéquat. C'est un tantinet scientifique quand même, nos références. Bah oui, Un tantinet. un tantinet. Alors, je vais revenir juste la parenthèse sur la requalification immédiate et rétroactive avec le discours de Macron en 2020. La France est en guerre depuis le 16 mars 2020. Allocution télévisée à 20h. Extrait de l'allocution, je cite, nous sommes en guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. On se croirait à la veille de 1914 ou à la veille de 39-45. C'est le même narratif quasiment. Nous sommes en guerre, toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie, de jour comme de nuit. Rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Dès mardi, en Conseil des ministres sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Ce projet sera soumis au Parlement dès jeudi. Donc là, il cite ça, c'est le lundi 16 mars, donc le mardi 17 et le jeudi 19, il y a déjà quelque chose. J'ai vu tout à l'heure. Oui, vas-y. Excuse-moi, en sachant qu'en amont, on a été cédé à l'OMS, que le 12 mars, donc 4 jours avant cette allocution, il y avait déjà un décret qui avait été mis qui était sorti, qui reprenait justement le traité passé entre l'OMS et la France, au nom du gouvernement. C'est pas au nom du peuple, là. C'est au nom du gouvernement français. Donc, quand depuis lors et après la sortie de nos dossiers, on a entendu, on a vu des personnes tout à fait correctes qui se sont insurgées sur le traité OMS, pandémie, etc. Après 2022, j'entends. Hein. Mais c'est trop tard pour la France. On a déjà été vendu avec le bébé et l'eau du bain à l'OMS. Donc, faut que vous en ayez conscience. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on a le chef des armées qui fait une déclaration de guerre, tout ce qui est en lien avec, on va dire, le mode opératoire de la Ve République, quand bien même il faudrait y revenir, c'est fini là. On n'a plus d'exécutif, on n'a plus de législatif. Là, on a un conseil restreint de guerre. Il faut que vous en ayez conscience. Et c'est pour ça, bon, je spoil un peu, mais c'est
pour ça que normalement, quand il y a des lois qui sont votées, il y a déjà une proposition de loi, généralement faite par des députés ou des commissions parlementaires. Enfin, c'est du côté des hémicycles que ça se passe. Il y a les navettes entre Sénat, etc., pour en fait, après, aboutir ou pas à une loi, à la votation de la loi. Pourquoi? Je vais rapidou. Hein. La loi du 5 août 2021 a-t-elle été votée dans un site militarisé, le fort de Brégançon, par l'entièreté du gouvernement? Où sont les députés à ce moment-là? Quel est le député qui a lancé cette proposition de loi? Si on se réfère à la Constitution de la Ve République. Juste ça. Tu peux continuer. Je fais une petite parenthèse comme ça, voilà. Bon, par contre, effectivement, il y a l'entièreté de l'allocution. Voilà. Non, mais voilà, c'est juste pour donner un aperçu. Donc, on ne va pas le mettre, on ne va pas tout lire. Le président peut-il déclarer la guerre sans l'accord du Parlement? Alors, j'ai fait aussi une lecture audio de la Constitution il y a quelques mois. Non, l'alinéa 1 de l'article 35 de la Constitution dispose que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Cette disposition, qui n'a jamais donné lieu à application, ne doit pas masquer le rôle essentiel du président en matière de défense, qui est une des marques de la Constitution de la Ve République. Donc là, c'était le chef de guerre, en fait, qui s'exprimait en guise de cette allocution, un peu comme, enfin, désolé pour la comparaison, qui n'est pas raison, mais quand le général de Gaulle, pendant la guerre d'Algérie, parle du carteron de généraux où il est en habit militaire avec ses médailles, etc., là, Macron a voulu faire la même chose, mais sans l'habit du général. Mais grosso modo, il n'avait pas à faire cette allocution sans l'accord du Parlement au préalable, puisque l'article 35, alinéa 1, dispose justement qu'elle doit être autorisée par le Parlement. Donc là, il a agi comme un autocrate. Et d'ailleurs, on a l'extrait. Donc là, il y a tout est sourcé. Je reviens sur le terme, pardonne-moi Nicolas, je reviens sur le terme autocrate. N'oublie pas, nous avons été cédés à une organisation internationale. Il est le gouverneur. Il applique ce que l'Empire lui dicte de faire. Un peu comme un État des États-Unis, le gouverneur du Texas ou le... Non, comme le référentiel du Dominion, c'est l'Empire britannique victorien. D'accord. Le Dominion, c'est pour ça que c'est important que vous en ayez conscience. Il y a les comptoirs, il y a les colonies classiques, mais le Dominion, la particularité, on va dire, intrinsèque de cette catégorie de territoire externe à l'Empire britannique, c'est que l'Empire britannique peut modifier les lois de l'État en question sous domination impérialiste. Autrement dit, l'OMS peut modifier notre constitution de l'intérieur. L'OMS peut être à l'origine des textes de loi qui sont mis en place depuis le 16 mars 2020. Si l'OMS décide que la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le territoire français n'a plus raison d'être, par exemple, qui, je ne vais pas me faire des amis, serait une bonne chose en soi si cette déclaration disparaissait, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus vertueux. Bref, là, si tu veux, c'est le chef militaire qui, en tant que chef militaire, déclare la guerre au peuple français au nom du national, donc de belligérant. Voilà. Toujours garder en fond d'écran que c'est stratégique, militaire, prémédité sur plusieurs générations. Je n'étais pas né, le résident de l'Élysée n'était pas né non plus, etc. Donc, mais là, c'est posture militarisée. Donc, c'est normal que les assemblées ne soient pas conviées à ça. On vous met à terre. Alors pareil, tu reviens sur le texte du préambule extrait de la Sachant que, OMS. Juste une chose, à ce moment-là, il y a déjà un pied-à-terre de l'OMS sur le territoire français. C'est l'académie de l'OMS qui se trouve du côté de Lyon. Donc, l'OMS est déjà inscrite sur le territoire français. Ils ont déjà posé leur drapeau chez nous.
Oui, c'est vrai, il y a déjà cette officialisation, finalement. Hem, alors, on Oui, a là où la Agnès Buzyn avait son passeport, son passeport de oui, l'OMS. donc à la Alors, je te page, laisse avancer, pardon, excuse-moi. je t'en prie, non, non, il y a pas de problème. Page 44, je vais pas revenir dessus parce que j'ai fait une lecture audio aussi sur le préambule, de la constitution de l'OMS, donc Oui, sur la notion de santé, sachant que l'OMS parle quand même de santé sexuelle aussi, donc il faut bien se rendre compte que l'OMS, c'est aussi, l'institution avec des gens non élus par le peuple ou par, quel que soit le peuple d'ailleurs, avec comme actionnaire Bill Gates. J'ai fait pas mal d'émissions sur l'OMS, donc suffit d'aller voir dans les archives de ma chaîne YouTube avec donc ce préambule de la Constitution. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça fait partie du dossier. Euh, et là, on va s'arrêter sur ce petit point important quand même, la requalification de l'objet de la commission de l'OPEX en blessures et crimes de guerre. C'est à partir de tes dossiers, de vos dossiers, que j'ai fini par arrêter de dire les effets indésirables des vaccins Covid ou des injections Covid, mais en fait des blessures de guerre Covid. Parce que c'est dans une guerre, des armes de guerre, des armes biologiques, et donc des crimes de guerre, et donc eh bien, des blessures de guerre. merci. Ça fait plaisir à entendre. Non, mais voilà, faut que la Effectivement, sémantique suive. à partir du c'est important. C'est le seul moyen déjà d'arrêter d'avoir une vision clivante de ce qui se passe en France. Ça permet de voir l'ampleur de l'avance sur la stratégie, puisque ce sont eux qui nous ont formatés, donc ils ont des années d'avance sur nos actions, nos réactions. Et donc, ça permet surtout de comprendre. C'était beaucoup plus facile pour Jean-Pierre et moi de mieux comprendre pourquoi d'excellents médecins qu'on connaissait se sont fait avoir. Comme pourquoi de très mauvais médecins ne se sont pas. Et on comprenait mieux. Et c'était moins clivant. Beaucoup moins. Bien Et ça sûr. complexifie les choses, bien entendu. Parce que tout n'est Rappel pas tout blanc ou important, tout noir. page 45, rappel important. Pour être un peu plus clair, nous, le peuple souverain, exigeons que tous les intervenants fassent la lumière sur leurs affiliations à des cercles, clubs, associations, et ce de façon exhaustive. Notez quelques exemples: francs-maçons, Saint-Simonien, Cercle Orion, Cercle Le Siècle, ou le 21e siècle, Rotary ou Lions Club, Cercle des 100. Voilà pourquoi je fais ma déclaration d'intérêt désormais depuis février 2024. À chaque émission, je fais, donc ça fait 2 ans que je fais ma déclaration d'intérêt à chaque émission. Je rappelle également, encore une fois, que je ne suis pas dans la scientologie, ni dans la table 700, ni dans quelques réseaux hermétiques ou autres. Je suis dans aucun groupe, que ce soit club, association, quelconque. Donc de ce fait, voilà, ça c'est important de le rappeler. Dans la mesure où le président du consortium République française présidence a mis en état de guerre sanitaire la France depuis le 16 mars 2020. Donc il faudra donc inclure dans les blessures et crimes de guerre l'ensemble des paramètres présents dans la définition de la santé inscrite dans le préambule de la Constitution de l'OMS de 1948. Non seulement il vous faudra prendre en considération, selon la réalité objective de l'état de guerre, l'ensemble des éléments ayant justifié la pétition puis l'ouverture de la commission OPEX, à savoir les effets corporels constatés sur les personnes ayant reçu les injections biotechnologiques, mais il vous faudra également y inclure les facteurs économiques et sociaux. Voilà. Et donc, et si certains dans les hémicycles ont le réel engagement de représenter le seul souverain légitime, c'est-à-dire le peuple, c'est maintenant qu'ils vont devoir le manifester. Donc après, tu reparles des définitions de crimes de guerre versus crimes contre l'humanité. Voilà. C'est Donc ça, important, oui. c'est important. Je te laisse nous en parler. Alors, une fois qu'on définit, qu'on s'approprie le fait que les blessures générées par les injections, et pas seulement, ne sont pas des effets indésirables, des effets secondaires, mais que ce sont des blessures de guerre, là, on peut axer sur tout ce qui est militarisé, y compris
l'après, c'est-à-dire ce que doivent encourir, comment dire ça de façon propre, on va dire. Ce à quoi s'exposent véritablement les acteurs secondaires ou primaires du massacre qu'il y a depuis des années, qui a lieu toujours et encore, et qui s'est ouvert au monde animal aussi. Donc, qu'encourent les personnes qui sont acteurs, actrices de ces actes de guerre non conventionnels. Et il y a les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et il n'y a qu'une seule personne qui a eu les 2 chefs d'accusation lors d'un tribunal. Je retrouve son nom, c'est Radovan Karadzic. Voilà, c'est écrit dans mon dossier. Donc, c'est ce à quoi peuvent se référer les personnes qui seront à même de juger les personnes incriminées, directes et indirectes. Parce qu'il y a du premier plan, il y a du second plan, et il y a des coulisses. D'accord. Alors, justement, en conclusion, Toujours garder en tête que c'est militaire. toujours garder en tête que c'est militaire, que la mise en état de guerre sanitaire de la France est depuis le 16 mars 2020, le rappel de la définition internationale de la santé, les définitions de crimes de guerre versus crimes contre l'humanité, le choix délibéré de l'article 6 ter, de l'article 6 de l'ordonnance. Voilà, donc ça, c'est bon. On a ensuite Alors, l'après-midi. Pardon, vas-y. pardon, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y. C'est très important parce que ce schooly-school-là qu'il y a eu, ce bonneto qu'il y a eu avec la pétition, l'appropriation des termes dans le fond et dans la forme de la tenue de cette pétition qui était attendue par les personnes qui ont lancé celle-là. On explique, on ne l'a pas lu, on explique les glissements entre des articles, entre le CISTER, l'article 6, qui permettait aux institutionnels, donc Sénat, OPESC et Assemblée nationale, de dépouiller littéralement tous les pétitionnaires et l'ensemble des Français, du peuple français. Et donc c'est important que vous appropriez le passage où effectivement Jean-Pierre a beaucoup travaillé dessus, sur la façon dont on nous avait spolier, voler la tenue même de cette pétition. Donc, d'où l'importance de revenir un tout petit peu sur cette précision-là. Ça ira pour vous, c'est au début du dossier, c'est clair, c'est net, et vous comprendrez mieux pourquoi Verity et compagnie se sont fait avoir, et les victimes et les familles de victimes se sont fait avoir, et les professionnels experts qui défendaient les victimes se sont fait avoir. Très bien. Et nous, on a fait le pavé dans la mare. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc merci à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à diffuser, à partager le PDF, enfin le lien pour lire le dossier qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, d'analyser ensemble avec Virginie. Il est en commentaire épinglé, en description, donc n'hésitez pas à le diffuser gratuitement, etc. Encore une fois, le mail de Virginie est accessible. Donc là, nous sommes sur la préméditation de la République française, présidence contre le peuple souverain, acte 1. Donc dans ce chapitre, vous allez vous démontrer la préméditation de la mise en guerre sanitaire. Donc là, c'est tout le préambule avec l'histoire du calendrier bien établie et les dates et documents clés. Alors ça, je vais le lire à voix haute parce que ceux qui nous écoutent doivent se l'imprimer à l'esprit si ce n'est pas déjà fait. Février 2022, Santé mondiale, la France et l'OMS annoncent un nouvel accord pour renforcer les systèmes de santé afin de lutter contre le Covid-19. Donc c'est le 11 février 2022. Septembre 2021, ah oui, donc c'est du plus récent, j'allais dire au plus ancien. Alors je vais commencer par l'effet inverse, si tu veux bien. Vas-y, j'allais te le proposer. Voilà, 21 décembre 2018, première chose. Non, non, c'est encore plus avant. Ah, c'est encore plus avant. Ah oui, on commence en 2010. Ah merde, zut, pardon. 2010, oui. Alors, dans les mairies depuis 2010. Donc, c'est Sarkozy président. Page 51.
page 51, comme la zone 51, c'est facile à retenir, ou comme le pastis. Donc, dans les mairies depuis 2010, il y a une brochure intitulée « Risques majeurs, apprenons les bons réflexes ». Brochure en accès libre de 41 pages qui chapeaute l'ensemble des risques tels que signifiés dans le titre. Des incendies aux épidémies. D'accord. Ça, je vais peut-être faire une lecture audio. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai téléchargé, qui n'existe plus sur le site de ma commune. On me demande pourquoi. Je la fais courte. Suite à l'épisode de H1N1 2009. C'est ça, en 2009. Donc en 2010, les communes ont édité des brochures et sur les risques encourus et comment gérer les risques. Alors, il y a l'alerte, le risque tempête, le risque feu de forêt, ça c'est pour notre ville, hein. Le risque séisme, le risque transport des matières dangereuses, le risque canicule et le risque pandémie. Petit rappel, j'ai voté pour la maire contre laquelle j'ai porté plainte. Donc, je prends mes responsabilités en tant que personne souveraine. Voilà, donc j'assiste du mieux que je peux aux conseils municipaux, par exemple. Et le risque pandémie, moi, ce qui nous avait interpellé, on se remet dans le contexte, hein, Nicolas. On est en 2020-2021. OK ? Les masques, distanciation, tu fais ton rituel du gel hydroalcoolique. 2010, il est dit que les maires doivent être mis à l'abri. Je répète. Mise en place d'un plan de continuité d'activité en situation de pandémie pour assurer la bonne tenue des missions du service public, mise en place de la campagne de vaccination, etc. Alors, déclenchement du plan communal de sauvegarde par le maire en cas de situation de risque majeur, information régulière de la population par avis de presse ou réunion extraordinaire du conseil municipal, mais c'est surtout qu'ils doivent être mis à l'abri. C'est-à-dire que les maires ne pouvaient plus exercer dans l'enceinte de le maire ne pouvait plus exercer dans l'enceinte de notre mairie. C'était valable pour les préfets, etc. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ta commune, mais nous, la maire, elle continuait à faire ses réceptions en audition libre le lundi. Elle avait le masque, mais il n'était pas mis aux abris. Donc, il y a un décalage, si tu veux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, ben, cette brochure-là, c'est intéressant parce que finalement, elle prépare les esprits, quoi. C'est un peu comme un film d'anticipation, en quelque sorte. Donc ça, c'est depuis 2010. Enfin, oui, depuis 2010. Ensuite, on a en 2012, donc, un dossier PDF de 11 pages intitulé « Campagne de vaccination exceptionnelle, fiche technique » à l'intention des personnels soignants, avec comme objectif gestion des réactions post-vaccinales. Ensuite, en 2012, toujours, on a un dossier intitulé « Campagne de vaccination exceptionnelle », un document PDF de 88 pages, sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé et de la DGS, Direction générale de la Santé. En 2014, la même année, un autre dossier ressources de 77 pages est édité par les services du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, le guide méthodologique aide à l'organisation de l'offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle. Dans ce guide qui traite différents types de crises sanitaires, on trouve notamment le sujet, je cite, virus de la famille SARS et ensuite bioterrorisme. Et en 2014, donc Manuel Valls, qui est alors Premier ministre, commande à Jean-François Delfraissy un dossier étude paru sous le nom de Plan national de prévention et de lutte maladie à virus Ebola, document d'aide à la préparation et à la décision. Donc, document de 68 pages sous l'égide du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN. C'est un dossier accompagné par une annexe de 5 pages intitulée Plan de communication gouvernementale sur le virus Ebola, service d'information du gouvernement. Ensuite, on a le 23 juillet 2018. Pardon ? Là, on va faire une pause, Nicolas, ouais. Parce que c'est stratégiquement, de façon militarisée, extrêmement important que vous arrêtiez, ceux qui seront dans la salle et les autres, sur cette date 2014. Tu as cité les deux documents. Et bien sûr,
J'en ai plein tout partout, mais ils sont derrière mon rideau. Il faudrait que tu m'accordes juste un instant. Est-ce que tu m'accordes un instant? Je t'en prie, vas-y, pas de Merci souci. beaucoup. J'en profite pour remercier ceux qui sont présents avec nous ce soir. Merci de partager, de mettre un pouce pour le référencement, de vous abonner, n'hésitez pas. Donc là, nous sommes sur le dossier page 52 de sa sommation à faire et on fait le calendrier depuis 2010 Oh, pardon. jusqu'à nos jours de la stratégie de guerre et de préparation mentale finalement aux stratégies vaccinales, aux pandémies, pandémies, etc., etc. Alors, bon, je vous montre juste les pages de couverture des documents que tu as cités. Donc là, je ne sais pas si tu vois. D'accord. Hop. Alors, ça coûte des sous d'imprimer, de relier tout ce qu'on a imprimé, tout ce qu'on a relié, mais ça coûte du temps de les lire. Parce que tout ce que je vous montre, on les a lus, étudiés. Donc ça, c'est le fameux document. Oh, ça brille, attends. Excusez-moi. C'est mieux là, ça doit. C'est le fameux document, le premier document sous. Ah oui. D'accord, sous ministère de la Santé. Donc on va dire civil. Et tu as expliqué que pandémie SRAS. Le coronavirus est un SARS-CoV-2 de la famille du SRAS. Donc c'est très bien fait. Et ça explique la stratégie à appliquer pour un virus SRAS, dont le SARS-CoV-2. C'est civil. C'est le ministère de la Santé, c'est 2014, c'est Manuel Valls. Ça n'a pas été appliqué en 2020. Ce qui a été appliqué, là, il n'est pas relié parce qu'on ne l'a pas retrouvé dans nos diverses archives. Et elles sont un peu partout, nos archives. Il faut les rassembler de temps en temps. C'est le fameux document qui a été demandé toujours par Manuel Valls, qui était Premier ministre, à Jean-François Delfrécy, qui, en pleine période Covid, était donc celui qui dirigeait le Conseil Covid. D'accord? C'est sous l'égide de, on va dire, du corps militaire. Et c'est ça qui a été appliqué en 2020. Ça n'a rien à voir avec. Ouais, entre la version de base et la version finale, finalement, c'est pas le même. L'Ebola. Bah, si tu veux, tu as un plan sous égide, on va dire, de la défense, plutôt militarisé, en lien avec le Ebola, on va dire le Ebola, n'est-ce pas, préfacé, et à qui on a, enfin, avec Jean-François Delfrécy, qui est partie prenante dans ce guide. Le virus Ebola n'a rien à voir avec un virus SRAS, que ce soit en symptomatologie, sur la gravité, sur la contagion, etc. Donc il y a une confusion, intentionnelle dans les termes. Il y a une confusion intentionnelle dans les termes et dans la portée finalement pour. On a appliqué, Nicolas, sciemment un qui a été mandaté de. Donc on est en base 7, hein, on est aussi dans l'occultisme. 2 documents, la même année, ont été commandés en 2014 par Manuel Valls. 2014, François Hollande, le grand intendant. Alors, on reprend sur 2014. Vous avez le Premier ministre Manuel Valls qui commande 2 guides de prise en charge de crise, on va dire sanitaire. Vous en avez un, l'aide à l'organisation de l'offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle, qui est sous tutelle, on va dire ça comme ça, du ministère de la Santé. Et dans ce guide de 2014, vous avez notamment la gestion pandémie ou épidémie d'un virus SRAS. Le SARS-CoV-2 fait partie de cette famille de virus SRAS. Et vous aviez toute la stratégie qui était inscrite pour la prise en charge du SARS-CoV-2 dans ce document, avec le plan Orson-Vac,
ou Orson Bio. Là, on est dans le civil, ministère de la Santé. La même année, donc, vous avez le plan Ebola France. Je n'arrive pas à lire. L'image est très de mauvaise qualité. 2014, à la demande de Manuel Valls, Jean-François Delfrécy va diriger l'élaboration de ce guide stratégique de gestion de crise Ebola. Ce guide a été appliqué en 2020 et toujours d'actualité en 2025. Il est sous l'égide de la défense. On est dans le corps militaire, on n'est pas dans le corps civil. Et un virus Ebola n'a rien à voir avec un virus de la famille du SRAS. On nous a fait une application stricto sensus d'une prise en charge pandémique d'un virus Ebola sur le territoire français, volontairement, alors qu'il existait un guide de gestion de crise du virus plus approprié qu'est le SARS-CoV-2. Et il a été mis de côté. D'accord. J'essaye de parler lentement. Oui, tu fais bien, tu fais bien. Mais voilà, tout ça, donc, sur les 4 années évoquées, justement, on a cette manipulation à la fois du langage politique, sanitaire, militaire même. Et ça va continuer donc là avec un autre volet aussi que vous avez beaucoup évoqué dans vos dossiers, c'est Marianne, le timbre postal. Il y aura dans quelques épisodes, notamment le côté franc-maçon et compagnie. 23 juillet 2018, avec le timbre postal Marianne Langagé, qui est dévoilé par le président en mandature Emmanuel Macron. Je rappelle d'ailleurs que le 23 juillet 2008, 10 ans plus tôt, jour pour jour, il y avait la réforme constitutionnelle de Sarkozy. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire entre les deux dates, mais c'est intéressant sur la synchronicité. Notez que dans le dossier numéro 3, qu'on verra dans plusieurs épisodes, mensonges et trahison, la revanche sur Marianne, l'analyse et le décryptage des codes placés dans les timbres postaux emblématiques des présidences a été réalisé. Ici est identifiée la préméditation consistant à nous placer en statut de colonie sous l'emprise de l'OMS, entité internationale, présente dans ce timbre. Ce statut colonial est calqué sur le modèle de l'impérialisme britannique du XVIIIe siècle, à savoir le Dominion. Donc ça, on verra ça plus tard, mais ouais. Une phrase. Le timbre Marianne, depuis sa création jusqu'à ses modifications ces dernières années, équivaut à une goutte de sang dans le milieu de la science occulte. On est bien dans l'occultisme. C'est une goutte de sang que vous apposez à chaque fois que vous oblitérez un courrier. Et chaque timbre Marianne qui est inauguré par le président de la République a encodé, crypté le volet en coulisses de leur mandature, de leur législature. Donc, Marianne Langagé, je fais court, c'est mise en gage de la France. On a été mise en gage et je pense que depuis lors, les faits nous donnent raison. Alors, le 21 décembre 2018... Après, pour le reste, Nicolas, je te laisse terminer sur 2018, mais comme on est déjà fin d'un cycle, puisqu'on a dépassé largement 2025, je ne pense pas que ce soit le... Non, mais après, voilà, très rapidement, 21 décembre 2018, c'est le courrier de Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, à l'intention de M. Rivasso, l'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'ONU à Genève. Donc, on a la lettre. Et puis, ensuite, mars 2020, septembre, et tout ce qui s'ensuit, jusqu'à février 2022. Donc, ça, c'était pour un rappel. Et puis, après, donc, la préméditation par décret ou la négation du pouvoir législatif. D'accord? Donc là, je te laisse nous faire une petite synthèse et j'avance. Je vais avancer avec toi, Nicolas, parce que vraiment, c'est assez... je ne saurais pas comment l'expliquer, mais tout a été calibré pour que chaque décret, chaque décision politique, les élections municipales qui ont été maintenues, ça rentrait dans la stratégie, ça permettait de mettre
des partisans de l'OMS en lieu et place dans les mairies. Donc vraiment, tout est calibré d'un point de vue militarisé. Donc je ne peux pas m'arrêter sur les décrets. Non, 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 par contre, le vote par correspondance, c'est En gros, si intéressant tu parce que veux, ça a tu as suscité la pyramide des polémique. normes Ouais. et ils ont retiré la crête du coq. Donc il n'y a plus le pouvoir législatif, il y a une dérivation, si tu veux. Bien sûr. Mais dans le cadre des élections, justement, le vote par correspondance, la fraude de 2022 aussi, il faut le rappeler ça, parce que je rappelle que le 2022, les élections se sont produites, dans un état de guerre, larvée, j'allais dire, avec la suspension des personnels soignants, et autres personnels dont j'ai fait moi-même partie d'ailleurs et toi tu t'auto 2022, pardon, excuse-moi, 2022, le personnel était déjà suspendu. oui, oui, C'est oui. 2020, les élections municipales. Alors, la particularité, si on se place d'un point de vue stratégie militaire, je ne regarde plus l'écran parce qu'il faut que je me concentre. C'est pour les personnes qui regarderont l'émission. Imaginez que vous soyez un stratège militaire et que vous soyez l'OMS. Le meilleur moyen au niveau de déploiement de vos forces actives, c'est d'aller au plus proche des gens. En France, le plus proche des gens, ce sont nos mairies. Donc, en maintenant en pleine phase aiguë de la pandémie les élections municipales, avec la particularité à ce moment-là qu'il n'y avait plus de parti de gauche ni de parti de droite définis, mais il y avait essentiellement des collectifs. Il y avait des partis qui n'avaient pas de couleur prédéfinie, c'était très arc-en-ciel d'ailleurs, comme c'était très dilué, et on s'est retrouvés, en tout cas c'est le cas dans notre commune, avec à la tête de la mairie des partisans de l'OMS, et donc des acteurs majeurs des ODD. Et 5 ans après, 6 ans après, on voit quoi? L'instauration des smart cities, l'instauration des VARS, etc., puisque ça, c'est du registre des fantassins, on va dire ça comme ça, qui sont sur le terrain, au plus proche du peuple de France. Donc, le maintien des élections municipales 2020 faisait partie de la stratégie de l'OMS. On peut avancer. Non, très intéressant. Donc après, le reste, c'est juste Ouais, c'est un mettre du rappel, bois c'est un dessus. rappel. On va pas revenir là-dessus, le 16 mars, et cetera. J'avance. Il y a d'autres choses qui sont On a juste passées. la pyramide, Voilà. entrée en vigueur, et cetera. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, la parenthèse bretonne, Oh d'accord. là là. Ah oui, oui. Là, il faut comprendre que la Bretagne, c'est un sacré territoire historiquement parlant. Mais là, si tu veux, bon, on va pas s'arrêter dessus. Mais ce qui est rigolo, c'est que alors que Jean-Yves Le Drian, qui était le VRP du gouvernement français à Genève, donc c'est lui qui a signé le pacte de cessation de la France à l'OMS, eh bien, il a quand même créé un Braise Labo. C'est une espèce d'association, enfin, c'est quelque chose d'assez hermétique, pour le coup. Et le président de la région, là, dernièrement, il a des soucis, je crois, avec la justice. Donc là, le dossier, il est en cours en 2022. Et 3 bonnes années après, il a des soucis là, avec la justice. Il s'en passe des choses chez Obélix. Bien sûr. Il peut avancer. Et donc nous avons ensuite le choix stratégique, la stratégie Ebola, et cetera. Donc on revient pas dessus, on l'a Voilà. évoqué. Donc après il y a des remarques, il y a des notes, et cetera. Faut bien comprendre que le dossier, il est protéiforme, hein. C'est pas, un catalogue de la Redoute, c'est vraiment, à la fois des notifications, des remarques. Sans armée, sans soignants, la population française est à la merci de n'importe quelle menace intrinsèque ou extrinsèque. Donc là, 2018, c'est l'année en plus des gilets jaunes.
fin d'année 2018, 17 novembre, l'année où la nation France a été mise en gage. Mhm. Voilà. Après 2019, si tu veux t'en prendre au segment médico-pharmaceutique, tu fais quoi? Tu es ministre de la Santé, bah, tu fais en sorte que les produits homéo ne soient plus remboursés ou très peu remboursés ou avec un calendrier de déremboursement sur plusieurs années. C'est ce qui a été fait juillet 2019. Parallèlement, tu as les Jeux olympiques militaires à Wuhan. Bah, le même jour que l'événement de Sang, hein, d'ailleurs, le 18 octobre 2019. Par exemple. Tout à fait. Il y a plein d'éléments comme ça. Alors, plutôt que de faire du stricto sensus, je te fais ce qu'on appelle un jeté de fiches POSO dans l'industrie pharma, c'est-à-dire que je vais te donner les éléments qui me semblent pertinents pour que, à la lecture des dossiers, les gens se disent ah ouais tiens. Les mots-clés. Tu mets des mots-clés comme ça sur un brouillon, Il puis y a ensuite ça te effectivement fait. le labo P4 à Wuhan. Feu d'artifice. Tu as le laboratoire P4 à Wuhan. Donc tu as Monsieur Cazeneuve qui en avait fait l'inauguration. Le Wuhan a existé parce qu'il y a l'équivalent P4 INSERM Pasteur Mérieux à Lyon. Il faut voir le parallélisme. Il n'y a pas que les États-Unis, c'est tout un imbroglio. Et en fait, la France est le nexus de tout ça. C'est-à-dire que il y a le déremboursement de l'homéopathie, il y a les Jeux olympiques à Wuhan, militaires, il y a des premiers clusters, mais il y a aussi des éléments transverses qui finalement sont très très perturbants, comme en amont la ligne de fret Wuhan par Lyon-Lapardieu par exemple. Tu as le bâtiment de l'OMS à Lyon, le maintien des élections, on en a parlé. Donc vraiment, il faut voir au sens large. Je fais une parenthèse. Le film avec Charlie Chaplin sur la caricature du dictateur. Tu vois le planisphère ou la carte sur la table, le plan de travail, où il y a les points stratégiques. Et bien, c'est ça. Et nous, si tu veux, nos travaux consistaient à mettre des points stratégiques pour que chacun puisse passer de la toile cirée à un mur de varap avec des prises. Donc après, ça devient un peu moins. C'est tous les textes de l'Union européenne. C'est moins glamour. Non, par contre, je suis sur la page 75 concernant la définition du Dominion. Comme ça, ce sera plus simple. Ouais. C'est un État indépendant, membre de l'Empire britannique puis du Commonwealth. Avant la Première Guerre mondiale, les Dominions ne sont pas pleinement autonomes, le Royaume-Uni gardant la souveraineté sur la diplomatie, la guerre, la citoyenneté, la plus haute instance judiciaire et la Constitution. Donc après, tu nous parles des différents liens entre différentes structures, du secret défense aussi, à l'attaque révélée. On a passé les pages, mais tu mettais les définitions aussi, comité défense, secret défense, etc. C'est important que chacun puisse imagine, Nicolas, un blackout, il n'y a plus d'internet. Et bien au moins si les dossiers vous les avez mis sur une clé USB, vous pourrez les lire. Et c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir effectivement un glossaire, parce que s'informer c'est une chose, se cultiver c'est autre chose. Donc on peut s'informer, on peut passer son temps à s'informer, à se désinformer, à se former, bref. Mais se cultiver, c'est autre chose. Ça reste. Il faut juste avoir le bon engrais pour le bon arbre de la connaissance, si on veut dire. Bien sûr. Donc, SARS-CoV-2, impact national du statut de guerre sanitaire pré- et post-campagne vaccinale Covid-19. Ouais. Voilà, donc on arrive à la page 80. Waouh! Pardon. Ah bah oui, mais après, il faut rappeler le devoir de mémoire. Tout ça, c'est du devoir de mémoire, c'est-à-dire que ce qui se produit demain... Après plus de 3 ans. Non, mais c'est ça. Si on avait eu ça dès 2020, j'allais dire, ou dès 2021, si tout le monde avait pris ça en compte, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Je dis pas qu'on n'y serait pas, mais en tout cas, on ne pourrait pas dire qu'on ne le savait pas.
Alors, juste une précision. En 2021, tu me remets dans le contexte. En 2021, nous, on obtenait le statut légal de lanceur d'alerte. Donc, en 2021, on était déjà sur le registre militarisé puisqu'on dénonçait l'exercice illégal de notre métier au sein des écoles. Et on était remonté sur le volet militarisé, complexe militaro-industriel via des... Bon, on en reviendra. Mais oui, effectivement, le fait que ce soit militarisé, c'est une chose. En 2021, on était loin d'avoir fait ça. Hein. Donc, vous ne pouvez pas Non, mais présenter bien ça, sûr. excuse-moi. Non, mais tu m'as compris, quoi. Enfin, en tout cas, Par il y a 3 contre, ans, voilà, ouais. presque 3-4 ans. Alors, en Par novembre, contre, nous, si tu veux, je te coupe la parole parce que je vas-y, suis en vas-y. train de regarder un truc et je t'ai expliqué en amont, si je fonctionne comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Si nous, quand je dis nous, là, parce qu'il s'agit de nos dossiers, mais je pense j'ai toujours une pensée pour ceux qui ont travaillé du mieux qu'ils pouvaient en artisans comme nous, qui sont sur le volet militarisé, mais selon leur connexion à eux. Si nous, on a mis la main dessus sur des éléments non opposables, eux, ils ont déjà la feuille de route de l'autre côté, les gros vilains, depuis fort longtemps. Donc en 2021, oui, effectivement, alors que c'était le grand fourbi en France avec la loi du 5 août 2021 et l'obligation vaccinale, je rappelle que c'est une loi qui a été signée au fort de Brégançon pendant les vacances parlementaires, donc les députés n'étaient pas conviés, ils n'ont pas proposé cette loi. Je dis ça aux spécialistes experts de la matière. Il ne faut pas que je perde le fil. Déjà, deuxième semestre 2021, effectivement, de façon illicite, tout ce qui était en lien avec le SARS-CoV-2 était assimilé à de l'arsenal militaire. Déjà. Bien sûr. Je remets tout en place et je t'écoute. Non, pas de souci. Là, on a passé les passages sur les décrets, le 16 novembre 2021, etc. Sur les cibles aussi, des obligations vaccinales. Donc, on rappelle que ce soit les seniors, les enfants. La définition des vaccins a été modifiée de façon précipitée et opportuniste par l'OMS. Ça, il faut le rappeler. Les produits injectés n'ont pas respecté le processus consensuel des étapes clés pour l'élaboration de produits de santé, les différentes phases des essais cliniques. Les attributions des autorisations de mise sur le marché des 10 produits injectables n'ont pas non plus été respectées avec la réglementation consensuelle. Il va de soi que les sujets polémiques ont été soulevés dès le début de la guerre sanitaire. Il n'est donc pas utile de revenir dessus. Il suffit de les reprendre. Et ensuite, il est à considérer que lorsqu'on veut fragiliser une population entière en temps de guerre, les cibles privilégiés sont forcément les personnels de sécurité, militaires, policiers nationaux, gendarmes, sapeurs-pompiers, soignants notamment. Voilà. Donc le calendrier suspect au niveau des injections. Voilà. Donc ça, je vais passer aussi. Ça, c'est le devoir de mémoire. Hein. Donc vous pourrez revenir, hein, les organigrammes, les chartes, les photos, les images, etc. On vient bientôt arriver à la page 100. Donc la définition, ça c'est important quand même, la sémantique, c'est la base, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à pervertir les esprits. La nouvelle définition de l'OMS sur les vaccins. Juste une chose, ouais. Page 98, il y a un tableau qui reprend la frise chronologique de l'existence des vaccins, donc de 1798 à 2016. Nous, quand on a fait ce dossier, on était en 2022. Ah oui. Et cette cascade de chronologie, on l'avait extraite de la SN, bref, de solidaritésanté.gouv, donc tout ce qui est HAS, ANSM, etc. Donc en fait, à partir de 2016, je tiens juste à faire une petite parenthèse, il n'y a plus de vaccins répertoriés. D'accord. Malgré les MAJ. Malgré les MAJ. Alors, MAJ, un acronyme. Quand tu consultes un site internet, tu as l'horodatage. C'est pour ça que toutes nos archives, depuis 2020, sont horodatées. On peut sortir n'importe quelle archive, on vous dit ça sur l'exercice illégal de notre métier. On a commencé à bosser sur le dossier dès 2020. La frise chronologique
s'est arrêté en 2016 malgré les mises à jour du site officiel. C'est-à-dire qu'après 2016, il n'y a plus de vaccins. Les produits injectables, après 2016, ce ne sont plus des vaccins. Voilà. Moi, Et ça donc, mérite ce d'être sont des clair. armes. Voilà. Ce sont des D'accord. armes. Ça fait 10 ans. Ok. Donc ça, Ouais. ok. Que se cache derrière? Alors, l'aviésan. Allô, docteur, que nous cache-t-on? Comme un cacheton, mais voilà, en un seul mot. Comme caché, cacheton. Donc là, l'aviésan, c'est l'Alliance nationale pour les sciences de Alors, la vie c'est et de un la santé. mastodonte. Il y a un côté Gavi dans l'histoire, j'ai l'impression. Alors, le site se trouve à côté de Bercy, à côté de la gare de Lyon. D'accord. C'est un site qui a été, qui est contemporain de la législature, de la gouvernance Valls-Hollande. C'est véritablement une boîte de Pandore. Et à chaque fois qu'on cherchait des sujets de recherche scientifique, de recherche médicale et autres, dès qu'on retournait dessus, on se retrouvait en erreur P404. C'est assez perturbant de voir les liens qu'il y a entre Agnès Buzyn, son ex-mari, l'aviésan, Sanofi, les laboratoires P4 Pasteur Mérieux, enfin bon, tous. Et on est véritablement sur le transhumanisme. Alors, justement, on va y revenir. Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Limite, ça aurait été sciences et vie de la Terre, ça aurait fait un cours de collège. Alliance thématique de recherche créée le 8 avril 2009. Donc, c'est sous Sarkozy et sous Bachelot, ministère de la Santé. Dans le cadre de la... Ma collègue. Dans le cadre de la stratégie nationale pour la recherche et l'innovation, qui identifiait la santé, l'alimentation et les biotechnologies comme un de ces 3 axes de développement prioritaires. Alors, santé et alimentation, je peux comprendre, mais alors biotechnologie, on voit que ça pue. Nota bene, la prononciation abyssane, en espagnol, c'est la conjugaison du verbe avertir ou prévenir. Voilà, donc ça, on est prévenu. Ensuite, le sens caché du nom ou acronyme. En cryptologie, il faut lire aviésan comme au-delà. Même, ça veut dire au-delà. Ainsi, les mots encodés sont littéralement la privation du vivant en brisant le maillon de la chaîne. Donc là, on a 7 personnes inscrites dans le demi-maillon à gauche, d'Agnès Buzyn à Édouard Philippe, 4 personnes à droite. Ah oui, là, c'est de la numérologie, là, presque. Non, c'est de la cryptologie. La cryptanalyse. D'accord. Ok. Alors là, je laisse les gens regarder. Viezan ou sans vie, ouais. Vissant, Vissant, d'accord, ouais. D'accord. Ah oui, c'est... Oui, parce que déjà, c'est un terme un peu barbare. Donc, avissant, oui, c'est sans vie, quoi. D'accord. Donc, en 2009, l'Avissant coordonne la recherche pour trouver un vaccin contre le virus H1N1. En 2011, fournit un rapport et des recommandations au gouvernement à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima. En 2020, coordonne la recherche pour trouver un vaccin contre le coronavirus Covid-19. D'accord. Peu d'articles de presse, on n'a pas grand-chose là-dessus. On a l'impression que c'est un peu comme le haut commissaire au plan, en fait, que c'est un peu un truc fictif fait pour le pantouflage de ceux qui sont recalés aux élections. Non, Mais... non, même pas. C'est tout sauf fictif, c'est très très bien structuré et au fur et à mesure qu'on avançait dans nos recherches, on était stupéfait de voir le nombre de groupes, de groupuscules, parce qu'on parle par exemple des Young Leaders, mais c'est Jean-Pierre qui t'en parlerait mieux en off, mais ou un jour s'il vient, si tu l'as en audio, il y a les Yellow Ashoka aussi. Il y a plein de groupes. Alors ça, c'est incroyable parce que je suis sur l'organisation d'Avissant. Le président est Yves Lévy, donc le mari d'Agnès Buzyn, PDG de l'INSERM. Vice-présidente, la directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS, Catherine Jessu. Conseil exécutif, donc Yves Lévy, Catherine Jessu, Gilles Bloch,
le directeur des sciences du vivant du CEA, Christian Bréchot, le PDG de l'Institut Pasteur, rien que ça, Manuel Tunon Delara, représentant de l'Association française des recteurs d'université, donc on voit qu'il y a les ramifications avec l'enseignement supérieur, conseil d'administration de Daviesan, donc on a le président directeur général de l'INSERM, le directeur général du CNRS, représenté par le directeur de l'Institut des sciences biologiques du CNRS, la présidente directrice générale de l'INRA. Je crois que c'est un truc, c'est pas dans le nucléaire, ça, l'INRA, c'est un truc, ça me dit quelque chose, ça. Oui. On est dans Président le du nucléaire. CEA, représenté par le directeur des sciences du vivant du CEA, président directeur général de l'INRIA, INRIA, le président de l'IRD, le PDG de l'Institut Pasteur, le président du CPU, en plus on adore les acronymes chinois, président de l'Association française des PDG de CHU, et directeur des instituts thématiques multi-organismes ou leur représentant. Donc en fait, c'est une boîte de Pandore, c'est une forme de toile d'araignée qui touche à l'enseignement supérieur, au système hospitalier, etc. Donc ils sont à placer en priorité dans les investigations en lien avec la requalification de la commission de l'OPEX. Tous les centres hospitaliers universitaires de métropole et d'outre-mer sont représentés via le président de l'association des PDG. Sans vos dossiers, j'aurais jamais entendu parler de ça. Alors, en sachant que la Viezan est citée par Cazeneuve lors de l'inauguration du laboratoire P4 Wuhan. Il y a sûrement un discours de cette inauguration. Eh ben oui, bien sûr. Une lecture audio. Voilà. Alors, pas toujours en audio, mais par contre, ça fait partie des choses voilà. Que j'avais ressorties pour aujourd'hui. 23 février 2017, oui, voyage officiel en République populaire de Chine, prononcé le 23 février 2017. Son discours a été donné à Paris. Hein. Ah. Oui. Excusez-nous, hein, ça c'est le off, mais j'ai des documents de partout. Alors attends. Là, ça c'est les contrats. Quand on fait des recherches et qu'on archive et qu'on protège et que... Ah oui, juste une chose. Tout ce qui est là, en version papier, etc., on les a dispatchés en clé USB. Et une petite précision quand même, toute petite. Nos dossiers, celui-là, on les a fait remettre, on les a déposés, certains les ont déposés dans les ambassades et les consulats. C'est-à-dire que les ambassades et les consulats les ont eu puisqu'on n'avait pas d'aide en France franco-française, donc on est allé à l'extérieur. Et donc, tu peux continuer pour que je cherche mon bidule. Non, mais voilà, pas de souci. Donc, on a ça. Bon, vous trouverez, hein, mais de toute façon, dans ce discours-là de Bernard Cazeneuve pour l'inauguration de Lyon P4 Wuhan, il est question de la Viezan. Alors, attends. D'accord. Les partenariats industriels à Viessan, de favoriser l'innovation, notamment en développant de nouvelles stratégies en matière de partenariat industriel et de valorisation. A créé un comité. Alors, fin 2009, ils ont créé un comité permanent de coordination de la valorisation avec Covalliance, dont l'objectif est de favoriser et de faciliter les partenariats publics-privés. Bah ouais. En 2010, Avicent et Sanofi ont signé un accord de partenariat de recherche. En 2011, une charte d'agents unique créée sous l'égide de Covalliance a été adoptée par l'ensemble des adhérents d'Avicent. Tu te rends compte l'investissement en monétaire, etc. Bon, c'est public-privé, mais il y a quand même du public là-dedans. Donc, oui, pour moi, c'est un mélange des genres. C'est-à-dire que c'est comme les relations entre les médias et les politiciens et la justice, etc. Il doit y avoir une indépendance et une séparation des pouvoirs entre tous ces corps-là. Et on voit que c'est le dîner du siècle qui les réunit, que c'est les francs-maçons, que c'est des réseaux hermétiques, soi-disant, où on prêche la bonne parole et on fait de la réflexion et de la philosophie. Et en fait, tout le monde est cul comme chemise. Voilà. Donc... juste une chose, parce que je cherche plus le discours de... Non, cherche pas. J'ai fait ça.
je me suis gratouillé le nez parce que j'ai mes cheveux qui me gratouillent le nez. Alors de grâce, les experts en hermétisme, de gestuelle, etc., etc., ce n'est pas parce que je me suis gratté le nez au moment où tu as parlé de quelque Moi chose de aussi, je très me gratte le pertinent nez, c'est pas parce que je que prends de j'ai la envoyé cocaïne. un message. Voilà. Non, mais Non, parce que ça aussi, il faut arrêter, voilà. le, Ah ben, ce genre de traductions qui n'en sont pas, et c'est non, par contre, soyons sérieux. page Je t'écoute. 110, le partenariat Sanofi et Avicen. C'est intéressant de voir l'alphabet, c'est-à-dire Avicen, Aventis. Donc là, c'est AT, plus loin naïve, AT Alors, naïve. Aventis, oui, c'est une des branches de Sanofi. D'accord. Alors ça, il vaut mieux que les personnes qui liront le dossier se mettent à tête reposée pour Oui, comprendre que la cryptologie, la cryptanalyse, la cryptographie, c'est un milieu assez complexe qui fait que on peut aller sur on peut faire des points de connexion entre des calendriers, des œuvres artistiques, des œuvres musicales, des personnes. Enfin, c'est assez complexe sur les couleurs aussi. C'est pour ça que lorsque tu évoquais 2028, en cryptanalyse, si on prend l'année 2028, qui est notre calendrier, on va dire, profane, et qu'on le convertit en strong hébreu, donc juste sur l'alphabet hébraïque, 2028 veut dire boucherie. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard dans le tome 2, on a le fameux calendrier dans un terme, dans un décryptage. Donc l'aviation, c'est quelque chose, c'est une grosse bertha. Il y a des moyens, les publics privés mettent les moyens dedans, et on se rend compte que ça fait des années qu'ils travaillent sur le transhumanisme en France. Mais pas mal, entre autres. oui, donc tout ce qui est robotique, génomique, voilà. Donc là, je suis page Là, 116. Voilà. on va pouvoir. Mais tu vois, regarde, on illustrait tout à l'heure, je te disais que Abyssan, ça doit être quelque chose de très, 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 très lourd, très important dans la distribution et la stratégie, parce que à chaque fois qu'on revenait sur le sujet, on était chantés, nous. Juste pour rappel, 2009, 27 États pour l'Union européenne, Sarkozy président, Merkel chancelière allemande, crise gazière, grippe H1N1, création de la Visan, réintégration de la France dans l'OTAN. Medvedev est président à ce moment-là en Russie et aborde déjà le sujet épineux de l'Ukraine. Il met en garde l'Union européenne contre une nouvelle guerre du gaz. Il émet des doutes sur les capacités de paiement de l'Ukraine, des doutes pour ses achats de gaz russe, et soulignant l'intérêt des pays européens à garantir leur sécurité énergétique. Dans cette situation, les partenaires aident leurs partenaires et nous sommes prêts à aider l'État ukrainien, mais nous aimerions que l'UE assure une partie significative de ce travail. Barroso est le président de la Commission européenne, lui qui va finir chez la banque, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Le sommet n'a guère progressé sur les moyens. Les nouvelles mesures à prendre doivent reposer sur la charte de l'énergie dont Moscou ne veut pas entendre parler. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Les biens et technologies à double usage aussi. L'abus des droits de l'homme. Alors, je pense que là si tu es d'accord, Nicolas, parce qu'on a quand même pas mal avancé, comme on rentre dans le vif du sujet, tout ce qui est services et biens à double usage, ce sera pour le prochain épisode. On pourrait faire un deuxième épisode. Ouais. Si tu es Parfait. d'accord. Ça me va. Très bien. Comme ça, on s'arrête ici. Page 119 sur les biens et technologies à double usage. Voilà, ça vous laisse le temps, chers spectateurs, de digérer en attendant le prochain épisode déjà ce qu'on a vu sur les institutions, de faire vos propres recherches aussi, de demander aussi des sources par mail à Virginie, le dossier, etc. Comme ça, pour le prochain épisode, on fera la deuxième partie donc de la page 120, grosso modo, à 242. Ça nous fera 122 pages à analyser. Et comme ça, on pourra aller en amont sur le dossier. Voilà. C'est bon pour toi ? Oui, c'est très bien. Je te remercie, Nicolas. Alors, pour résumer,
c'est militarisé, c'est prémédité, c'est bien antérieur même à la mandature actuelle, qui rentre dans la planification et la militarisation. La France a été cédée à l'OMS fin 2019. C'était anticipé, programmé, donc antérieurement même à ce qui se passe à l'heure actuelle depuis 2017, au niveau de la tête de l'État. Et le reste du tome 1, on va essayer de vous expliquer l'articulation entre ce qui se passait au sein de l'Union européenne en termes de militarisation et ce qui était appliqué en France. En Très gros, bien. ça va être ça. Très bien. SBDU service est bien à double usage militaire. Parfait. Merci Je Virginie te remercie. pour cet épisode. Merci à Merci tous à de nous toi. avoir suivis. Rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode 3, toujours sur la sommation affaires tome 1, mais cette fois sur les biens technologies à double usage et sur la suite du dossier, suite et fin du dossier. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.